moi c'est Paul Marcon, je suis chargé de recherche de l'agence de Rennes et donc j'ai été recruté pour structurer le pôle innovation et développer donc des solutions en interne utilisant de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc l'IA générative en soutien à la gestion de projet. Donc petit aparté, déjà comment j'utilise l'IA Gène au sein du pôle innovation. Alors je passe beaucoup de temps déjà à éplucher beaucoup d'articles scientifiques et j'utilise beaucoup l'IA Gène pour la recherche bibliographique et pour la compréhension. Alors moi j'utilise quand il y a notamment des notions mathématiques et que je maîtrise pas très bien, et je vais solliciter régulièrement des modèles de langage pour me reformuler et donner des exemples. On a également utilisé l'IA Gène pour faire une interface utilisateur pour une animation d'un campus où le but c'est de faire un jeu de société contre une intelligence artificielle et là en l'occurrence on utilise un modèle de langage comme interface utilisateur à travers un écran e-link et enfin donc les projets basés sur l'IA Gène qui permet donc d'une part identifier les opportunités émergentes et d'autre part aussi évaluer la maturité de certaines librairies ou certains frameworks. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter un projet basé donc sur l'IA Gène qui est l'assistance à la gestion de projet. Donc ce projet il a été commencé il y a un mois, je vais vous faire un retour d'expérience dessus. Donc j'avais déjà fait un premier projet d'IA Gène qui s'était arrêté à peu près fin octobre. Et l'état de l'art, c'était à peu près ça. Donc c'était un système, donc mono-agent, donc un agent qui était constitué d'un modèle de langage, donc qu'on appelle LLM, et qui pouvait utiliser des outils, qui pouvait agir dans un environnement. Venait de sortir donc des architectures un peu plus avancées qu'on appelle des systèmes multi-agents. Avec ici la question utilisateur qui passe par un superviseur et qui analyse donc cette question utilisateur et vient solliciter différents agents qui sont experts dans leur domaine. Donc moi je m'étais arrêté là et j'avais pas pu développer un système multi-agent, donc quand il y a un mois j'ai voulu reprendre le sujet de l'IA Gène, j'étais parti là-dessus. Donc pourquoi partir sur l'assistance à la gestion de projet? Donc c'était vraiment un prétexte pour faire un système multi-agent et ça me permettait d'une part donc de faire permettre l'exécution en parallèle des analyses, assurer la séparation des responsabilités et l'expertise dans leurs tâches et également de garantir l'extensibilité par l'ajout de nouveaux agents. Donc je suis parti avec un premier projet qui ressemblait tout simplement à ça. Donc là on a la requête, le coordinateur qui vient donc solliciter différents agents. Et au premier abord, j'avais donc 3 agents en tête, qui étaient un agent base de données, un agent documentaire et enfin un agent data visualisation. Il s'avère que le data visualisation, il n'a pas été développé, mais c'est plutôt un agent d'outil de gestion de tickets et de suivi de tâches. Donc le problème, c'est que on n'avait pas spécialement de données non plus, et j'allais pas utiliser les données internes d'Apsid parce que j'allais pas faire passer ces données par un tierce. Donc on avait un problème de données, donc pas de données clients qui passent par un tierce, et on n'a pas d'infrastructure aussi pour faire tourner des modèles de langage conséquents. Donc j'ai dû créer mes propres données pour faire ce projet. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait le cas d'usage d'une ESN, donc d'abord la base de données. Donc j'ai créé une base de données avec 30 projets, avec différents statuts et caractéristiques, 13 clients, 68 consultants avec des profils diversifiés, 180 affectations historiques et courantes, plus de 1000 entrées sur le temps passé sur une tâche, 65 risques et 293 documents techniques et méthodologiques. Et donc j'ai utilisé Supabase qui utilise donc une base de données type PostgreSQL et j'ai containerisé ça avec Podman pour faire tourner cette base de données en local sur ma machine. Et pour la base documentaire, donc la base documentaire ce sont les 293 documents techniques, et pour me faciliter la tâche, j'ai pour l'instant uniquement des fichiers au format Markdown. Et j'ai créé donc des sections à chaque fois conformes et cohérentes avec d'une part le titre du document et la base de données.
Et puis j'ai utilisé un LLM pour alimenter chaque section pour essayer de me constituer donc une vraie base documentaire avec 293 documents techniques et conséquents. Donc maintenant, passons à la première architecture du projet. Donc voici la première architecture avec le flux d'exécution agentique ici. Donc au-dessus, on a donc la requête utilisateur, le coordinateur, et pour l'instant uniquement deux agents. Un agent donc base de données qui donc accède à la base de données que j'ai créée auparavant, et l'agent documentaire qui accède donc aux documents techniques. Au niveau de la création des agents, j'ai utilisé donc une librairie qui s'appelle Pydantic AI. L'orchestrateur, c'est LangGraph, et pour l'interface utilisateur, j'ai utilisé Streamlit. Donc maintenant, je vais revenir rapidement sur la création des agents. Donc voici l'agent base de données. Donc l'agent base de données, c'est quoi? C'est juste un modèle de langage, un LLM qui dispose d'outils, en l'occurrence 3. Donc Get Database Schema Tool qui permet de récupérer toutes les tables et les colonnes de la base de données. Un deuxième outil qui s'appelle Validate SQL Query Tool qui donc le LLM qui génère la requête SQL vérifie si sa requête est bonne ou pas. Et enfin, on exécute cette requête sur la base de données et puis on récupère les données au LLM. Donc ça, c'est l'agent base de données. Et l'agent documentaire, il dispose que d'un outil. C'est cet outil qui s'appelle Semantic Document et qui permet de faire juste c'est un RAG, donc il permet de faire une recherche de similarité entre la question utilisateur et les bouts de documents découpés. Je vous propose de passer aux premiers exemples de cette architecture. Donc là, c'est le flux d'exécution agentique. Là, c'est la récupération d'une information en base de données. Donc on passe ici, donc c'est la question utilisateur qui passe au coordinateur. Le coordinateur estime que c'est une question qui est relative avec la base de données. Donc il vient adresser l'agent base de données qui accède à la base de données et l'agent base de données renvoie les données au coordinateur et le coordinateur reformule ce que lui a envoyé l'agent base de données vis-à-vis de la question utilisateur pour donner la réponse la plus appropriée possible. Et donc là, si on suit l'exemple, quel est le projet qui a rapporté le plus de chiffre d'affaires? Et c'est le projet la réponse, c'est le projet qui a rapporté le plus de chiffre d'affaires en 2024. C'est Refonte CRM Alpha Corp avec un chiffre d'affaires total de 159 611. Alors là, il n'y a pas les unités parce que dans la base de données, il n'y a pas d'unité. Et donc, il m'a répondu des fois unité monétaire. Le deuxième exemple dont je voulais parler, c'était uniquement adresser l'agent documentaire. Et là, si je pose la question quelle est la palette de couleurs de la charte graphique du projet Alpha Market, il me renvoie donc les spécifications techniques du projet. Et après, pour des questions qui nécessitent les deux agents, par exemple comme la question quelles sont les personnes qui travaillent ainsi que les processus sur le projet analyse données santé bêta, et là on a les deux agents qui tournent de manière parallèle pour donner la réponse la plus précise possible. J'étais déjà très satisfait de cette première architecture. Le problème, c'est qu'elle a une portabilité limitée. Par exemple, si je veux utiliser donc, des outils qui ont été développés par la communauté qui utilise un autre langage de programmation ou une autre librairie, je ne pourrais pas les rajouter. Et c'est ce à quoi répond le protocole de communication MCP. Donc je suppose que vous en avez entendu parler. Donc très brièvement, le protocole de communication MCP, donc c'est une architecture client-serveur avec un node qui peut se connecter à plusieurs serveurs. Donc là, ici, on a 3 serveurs MCP qui peuvent respectivement accéder aux données, donc soit en local, soit sur Internet. Et donc c'est ici qu'on va venir développer en fait nos outils. Et à gauche, c'est les clients. Donc ça peut être Cloud Desktop, ça peut être VS Code, ça peut être Cursor, peu importe. Et l'avantage donc de ces protocoles de communication, ça permet l'intégration d'outils prêts à l'emploi auxquels le LLM peut se connecter directement. Et ça permet d'avoir une meilleure portabilité. Donc on n'est plus dépendant d'un environnement d'exécution, mais on peut le porter sur plein d'environnements. Donc j'ai voulu mettre ça en place aussi sur mon projet. Donc voici la deuxième architecture.
Donc là où avant on avait donc des outils qui étaient utilisés par des agents, là on a perdu ce côté orchestrateur parce que on a juste un client, donc avec un LLM en dessous, et ici on a les protocoles de communication MCP qui sont adressés à différents serveurs. Donc ici on a en l'occurrence pour ce projet les 2 serveurs Python qui accèdent aux données et aux documents, et puis j'ai utilisé un MCP serveur externe développé par la communauté qui accède à ClickUp, un outil de gestion de projet et de gestion de tâches. Donc très rapidement sur le MCP serveur ClickUp, en fait c'est un nombre d'outils, c'est plusieurs outils dans ce serveur MCP qui permet par exemple de créer une tâche, de mettre à jour une tâche ou de supprimer une tâche, et tout ça c'est relié donc à l'API de ClickUp. Et donc pour continuer sur mon projet, j'ai créé un compte ClickUp et j'ai créé un faux projet ClickUp avec à gauche ici la création des tâches. Donc là on a 5 tâches, entre autres voilà, des fausses tâches avec intégration de fiches produits ou encore intégration de la page d'accueil, et à droite j'ai juste glissé ces tâches là dans des dossiers ou des listes. Donc par exemple si on travaille en agilité, j'ai mis ça sous forme de sprint. Donc maintenant passons aux exemples. Pour ce premier exemple, j'ai utilisé l'environnement d'exécution qui est Cloud Desktop, et je lui ai demandé de me mettre à jour des tâches ClickUp. Donc là, si on regarde, on a la requête utilisateur qui passe par le client estime qu'il doit utiliser un outil provenant du serveur MCP ClickUp. Et donc là, je lui ai demandé, peux-tu me lister les tâches du projet Alpha Market? Et donc là, si on regarde bien, il va utiliser plusieurs outils. D'abord, il va utiliser le premier outil qui s'appelle Get Workspace Hierarchy. Donc, il identifie donc l'espace de travail. Et puis après, il va utiliser un outil qui liste toutes les tâches de mon projet Alpha Projet Market, il me semble. Et donc en dessous, là, on a la liste des US, des tâches. Et donc après, je lui ai demandé, édite la tâche d'intégration de la police Aptos. En l'occurrence, cette tâche-là, elle n'avait pas une bonne nomenclature, il n'y avait pas écrit US05 devant. Donc je lui ai demandé de changer le titre et de m'ajouter un temps estimé à la tâche de 30 minutes, ce qu'il a fait. Voilà pour le premier exemple. Et pour le deuxième exemple, je voulais montrer qu'un requêtage avec la base de données, et je lui ai demandé la question suivante qui est: quels sont les projets dans la base de données ayant consommé la moitié de leur budget? Parmi ceux-ci, lesquels sont en bonne voie pour respecter la date de fin de projet estimée? Formate-moi cette réponse sous forme de tableau. Donc là, il me dit qu'il va chercher les projets. Donc à chaque outil qu'il utilise, il demande à l'utilisateur s'il a bien le droit d'utiliser l'outil. Ce qu'il fait, donc il a utilisé l'outil Get Database Schema, donc il récupère tout le schéma de la base de données. Puis après, il va utiliser l'outil de validation. Et puis après, il va exécuter les requêtes SQL sur la base de données. Donc il va itérer plusieurs fois sur la requête SQL. D'une part pour avoir le budget qui était consommé à hauteur de 45% et 55%, et d'autre part pour savoir le temps, la date de fin des projets. Pardon. Il me semble également qu'une fois il a fait une mauvaise requête, voilà. Il a voulu utiliser la fonction round qui marchait pas, et donc il vient itérer plusieurs fois. Et donc au final, là on a les 3 projets avec des budgets consommés à hauteur de 45 et 55%, et il me liste à la fin si ces budgets sont en bonne voie ou non. Donc voilà pour cet exemple. Et enfin, je voulais montrer un autre exemple avec cette fois-ci un environnement d'exécution qui était différent que Cloud Desktop. Et c'est très facile de juste changer d'environnement d'exécution. Et là, c'est un exemple avec Cursor, ici, en utilisant là le GPT-4o comme LLM, et à droite Sonnet 3.7. Donc un rapide bilan sur cette deuxième architecture. Donc c'est adaptable très facilement sur Cloud Desktop, Cursor, Windsurf, VS Code, peu importe. Par contre, au détriment, donc d'une part, la perte de l'orchestrateur. Donc on n'a plus les agents base de données, les agents documentaires.
et la majorité des clients sont non souverains. Et donc si on souhaite utiliser des données sensibles et qui ne passent pas par un tierce, c'est compliqué d'utiliser cette architecture. D'où la troisième architecture, qui est un peu plus conséquente, la voici. Donc, bon, très brièvement, il y a 3 blocs. Ici, c'est juste le front-end avec l'interface utilisateur. Ici, c'est le back-end avec le retour de l'orchestrateur, avec ici notre coordinateur et les 3 agents. Ici, ce sont les clients MCP, et là, c'est la partie serveur MCP. Donc ça permet en fait d'allier un petit peu la première architecture avec la deuxième, et donc on a le retour de l'orchestrateur, et c'est très facilement d'être souverain avec une architecture de ce type-là. Et donc je ne vais pas la commenter plus longtemps, mais je vais vous présenter plutôt des exemples, avec ici des exemples qui nécessitent de solliciter plusieurs agents, avec ici respect de la spécification technique. Donc là, j'écris une tâche, et je veux savoir si elle est conforme à ma spécification technique, pardon. Donc ça, c'est ma tâche ClickUp, qui donc a une palette de couleurs, une typographie, et je veux savoir si l'US qui a été rédigée, elle est conforme à ma spécification technique qui est présente dans ma base documentaire. Donc là, je vais juste faire une pause. Donc je lui ai posé la question, peux-tu me fournir une synthèse complète concernant le projet Alpha Market, en commençant par chercher les éléments clés de sa charte graphique dans les spécifications de la base documentaire, palette de couleurs, typographie, éléments d'interface, mise en page, illustration, et puis liste-moi les tâches associées sur ClickUp en extrayant la description de l'US 08 et analyse si cette description est conforme à la spécification technique. Donc là, il me fait un premier rapport. Et là, en conclusion, la description n'est pas conforme. Donc ce que je lui demande, c'est de venir éditer lui-même la description de la tâche ClickUp pour qu'elle soit conforme à nos spécifications techniques. Donc là, il me dit que c'est fait, donc je vais vérifier. Et il m'a changé donc toutes les couleurs sur mon US pour répondre aux spécifications techniques du projet Alpha Market. Le deuxième exemple, c'est l'ajout du temps d'une tâche dans la base de données. Donc là, on va faire communiquer et faire travailler l'agent ClickUp et l'agent base de données. Et à partir de la tâche ClickUp, on va récupérer le temps sur une tâche et l'ajouter dans la table timesheet de la base de données. Donc ça, c'est ma base de données. On voit donc il y a les faux consultants, les faux projets, et je vais lui demander donc de me donner l'US 03 dans l'espace de travail Alpha Market et juste faire une pause, d'avoir la personne assignée, les dates de réalisation et le temps passé sur la tâche. Donc c'est ce qui m'a donné, et je lui demande après d'insérer le temps passé sur cette tâche dans la table de ma base de données. Donc là, il va juste me redemander les heures. Et il me demande de préciser mon choix pour les dates de début et dates de fin, chose que je lui dis, bah, il a déjà les dates sur le ticket ClickUp. Et là, il m'indique qu'il a bien ajouté la table dans la base de données. Et donc là, il a bien rajouté la ligne du temps passé sur une tâche. Donc, je voulais finir avec des brèves conclusions et perspectives. Déjà, je voulais montrer que le projet il avait muté. Au début, j'étais parti avec juste une idée de système multi-agent, puis il s'avère que les protocoles MCP qui veut faire foi dans l'industrie, j'ai voulu les mettre en place aussi au sein de mon projet. Et on peut voir qu'entre les différentes architectures, on a vu les blocs se construire au fur et à mesure. Et concernant la conclusion du projet, on a quand même une troisième architecture qui se rapproche d'un système qui peut être d'une part souverain, avec une portabilité élevée et une forte interopérabilité. Au niveau des perspectives, y a quand même encore du travail. Hein. Il y a améliorer la résilience des agents, donc pour avoir une meilleure autonomie. Utiliser des modèles réduits spécialisés, donc par exemple utiliser du fine-tuning de modèles, de petits modèles, par exemple en utilisant de l'apprentissage par renforcement.
On a aussi comme perspective l'utilisation de protocoles de communication A2A qui permet d'avoir, au lieu d'avoir un orchestrateur avec des données qui soient figées, on peut avoir une communication un peu plus fluide sans que les données soient figées grâce au protocole A2A. Et enfin, quantifier la plus-value d'un système multi-agent à un système multi-agent en créant par exemple une batterie de questions et de venir comparer un système multi-agent à un système mono-agent. Voilà, je crois que j'ai fini mes conclusions et mes perspectives. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut applaudir Paul déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Paul, très intéressant. La partie génération des données, ça t'a pris combien de temps pour générer ce volume de projets en fait, même si tu as le LLM pour aider, mais ça représente une grosse partie Non, pas tant que ça. Ça m'a pris 2 ou 3 jours pour être très pragmatique. La difficulté, c'est que les données soient cohérentes. Alors, il y a quand même un petit peu d'incohérence dans mes données, mais disons que c'est juste pour montrer le potentiel, c'est pas tant pour avoir le résultat le plus probant possible, c'est juste pour montrer le potentiel avec de vraies données. Là, c'est des données qui sont un petit peu cohérentes, mais des fois, ça manque de cohérence. Et pour être pragmatique, 2 ou 3 jours, et je me suis beaucoup aidé des LLM pour créer ces données-là. Notamment, j'ai utilisé l'API d'OpenAI pour chaque section. Je venais créer et alimenter chaque section pour avoir des documents fournis. De toute façon, il faut que ça manque de cohérence, sinon il n'y aura pas besoin de chef de projet. Merci pour la présentation, très claire. J'ai une question, puisque on parlait tout à l'heure nous de MCP, mais de ton expérience personnelle, est-ce que donc, toi tu es un utilisateur de Cursor ou de Cloud Desktop au quotidien pour ton usage, et je serais curieux de savoir si en mettant les mains dans MCP, tu toi-même en utilises plus pour tes usages à toi? Oui, moi j'en utilise pas mal, mais je pense comme beaucoup, il y en a des très connus, notamment Server File System qui permet d'éditer, d'ajouter des fichiers. Je pourrais mentionner aussi Context 7 qui en gros est un RAG sur toutes les documentations techniques mises à jour régulièrement. Donc ça permet d'avoir... ça peut nous arriver, un modèle de langage, il est entraîné jusqu'à une certaine date. Donc si, par exemple, la dernière version Angular est sortie après la date d'entraînement, eh ben, il n'est pas à jour sur les dernières versions. Et il y a un MCP qui propose de faire donc, un RAG, donc une recherche de similarité, à partir des dernières documentations techniques. Et donc là, on a des LLM qui sont pertinents sur la dernière documentation technique. Et ça, je l'utilise en l'occurrence. Merci. Merci pour l'intervention. Je voulais savoir, tu as parlé tout à l'heure donc, de tes serveurs MCP, etc. Mais tu as parlé aussi du coordinateur. Mais tu n'as pas expliqué ce que tu avais fait comme coordinateur. Comment il est lié en fait, entre les différents serveurs MCP? C'est quoi son rôle Alors le coordinateur, il vient juste solliciter les différents agents. Et comment il communique avec les autres agents, c'est ça? Grâce à l'orchestrateur. Donc c'est via la librairie LangChain LangGraph, que j'ai utilisé. C'est comme ça qu'il communique. Donc on crée un graphe qui permet de connecter en fait différents nœuds ensemble, et dans les nœuds on met les agents. Ok, merci. J'en avais une sinon sur les MCP du coup. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés? Est-ce que tu en as testé peut-être sur d'autres outils qui fonctionnaient moins bien, ou est-ce que ça a été assez fluide? Alors dans l'utilisation ou dans le développement des serveurs? Dans le développement des serveurs. Dans le développement. Alors moi c'est plutôt sur les protocoles de transport entre client-serveur MCP. Il y a 2 protocoles de transport, SSE et STDO. J'ai eu un peu de mal à mettre en place le protocole de transport SSE. Voilà, c'est là où j'ai eu les difficultés. Sinon, en fait, le développement de la première architecture, les outils, il faut juste les glisser dans les serveurs, et sinon c'est très facile à mettre en place. C'est pas plus compliqué que de développer des outils pour les agents. Ça a fait notre
Du coup, est-ce que ça apporte pas beaucoup plus de complexité de développer les serveurs MCP par rapport à du tool calling Oui, si, ça rajoute de la difficulté. Alors, comme je disais à mes collègues, je viens pas du web, donc moi je m'intéresse, je découvre un petit peu les architectures client-serveur. Donc moi ça m'a rajouté pas mal de difficultés parce que j'avais une dette technique vis-à-vis de tout ça. Et donc j'ai trouvé que ça alourdissait l'architecture. Et donc je pense que si on veut arriver à un MVP le plus vite possible, on développe les outils avec les librairies. Mais pour éviter de devoir redévelopper à chaque fois la même application parce qu'on souhaite changer de framework, les MCP sont très utiles pour ça. Ça évite de détruire toute l'architecture si on souhaite rajouter un outil. Et donc c'est tout l'avantage des MCP, c'est de venir rajouter en fait des outils qui n'ont pas été développés par nous dans un autre langage. Donc c'est super utile, mais par contre ça alourdit le développement. Merci pour ta presse, super intéressant. Est-ce que tu as un avis sur la sécurité des MCP? Parce que j'ai pu comprendre que ça faisait un peu débat et que c'était pas encore quelque chose de parfait, loin de là. Est-ce que tu as un petit avis, un petit retour d'expérience, quelque chose à nous donner sur la sécurité des MCP? Écoute, j'en ai aucun avis là-dessus. Je me suis intéressé uniquement au fonctionnel et pas du tout à la sécurité. Merci. Il n'y a pas de sécu. Oubliez la prod. Et du coup, quand ils demandent l'avis dans la démo, c'est le serveur MCP, l'autorisation. C'est le serveur MCP qui demande l'autorisation. Ils l'ont fait en local en fait. C'est ton client MCP à toi en local, le desktop en l'occurrence, et c'est des tours de travail à toi. Et là, tes serveurs MCP sont sous de travail à toi, donc pas de problème. Le SSE, c'est pas. Le SSE n'est pas d'autant que. Il n'y a pas d'autant que le SSE non plus. Donc, oui. Pas de sécurité pour l'instant. La sécurité, tu peux en rajouter si tu veux dans ton protocole SSE en faisant de header un token d'authentification, mais autrement, par défaut, tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas d'authentification non plus. Donc tu peux pas savoir qui pose la question. Merci. C'est encore moi. Du coup, justement, sur cette question d'implémentation, sur le mix des deux approches, la troisième schéma, justement, donc, du coup, ce que j'ai vu, c'est que tu as redéveloppé donc, la partie client et la partie serveur. Donc, tu t'es tapé les deux côtés. Ouais. Et là, justement, sur ton graphe, donc en fait, juste pour comprendre, tu as implémenté juste la partie client dont tu avais besoin pour pouvoir récupérer les infos du serveur et les passer du coup à l'agent PyIdentic au-dessus. Exactement. Donc c'est un client minimaliste. Exactement. Ok, juste pour pouvoir faire la partie. Là c'était un wrapper et puis ça passait. Ouais, d'accord. Mais t'as fait une belle coupe de boulot, quoi. Écoute, bravo en tout cas.